Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Joséphine Baker, elle qui a marqué son époque et qui a été la première femme noire d'Europe. Nous allons retracer son parcours et ce qui a fait son succès. Attention, dans cette vidéo, des images et des termes complètement inappropriés et racistes seront utilisés. Malheureusement, comme nous le savons, à l'époque le racisme était très présent et banalisé. Sur ce, bon visionnage. Freda Joséphine MacDonald est née le 3 juin 1906 à Saint-Louis, dans l'État du Missouri, aux États-Unis. Sa mère est une métisse noire et amérindienne et son père est espagnol. Ce dernier quittera sa mère peu de temps après sa naissance. Joséphine grandit dans un ghetto, dans une grande pauvreté. Elle est à peine scolarisée et effectue des travaux domestiques chez des familles aisées pour soulager tant bien que mal les dépenses de la famille. Elle grandit dans un environnement difficile. En plus de la pauvreté, à cette période, il y a la ségrégation raciale aux États-Unis, où il est interdit aux Noirs de se mélanger aux Blancs dans différents lieux publics. Le Ku Klux Klan se permettra d'ailleurs régulièrement de faire des descentes dans son ghetto pour malmener des Noirs et incendier des habitations. Son environnement est très raciste et violent. À l'âge de 13 ans, elle se mariera avec un garçon de son âge, Willie Wells Baker. Cette relation durera 1 an, mais Joséphine gardera tout de même son nom. C'est également durant cette période que Joséphine Baker intègre une compagnie de music hall qui se produit dans le sud des États-Unis. Elle commence en tant que costumière, puis fera ses premiers pas sur scène en remplaçant une danseuse blessée. Elle rêvera plus grand et ira s'installer à New York à l'âge de 16 ans. Elle rejoindra une comédie musicale et se produira à Broadway. Mais avec la ségrégation, il est très compliqué de se faire un nom aux États-Unis. Au même moment, le théâtre des Champs-Élysées à Paris cherche de nouveaux artistes noirs pour leur nouvelle revue. C'est une sorte de spectacle qui associe la musique, la danse et des sketchs. Joséphine intéressera la personne qui s'occupe du recrutement et acceptera d'aller à Paris. Elle tombera en amour pour cette ville et la France car contrairement aux États-Unis, il n'y a pas de ségrégation légale et pourra aussi bien louer une chambre d'hôtel que manger dans un restaurant entouré de blancs, ce qu'elle ne pouvait pas faire dans son pays natal. Lors de son arrivée, elle intégrera la revue nègre du théâtre des Champs-Élysées où on lui demandera de danser seins nus. Dans un premier temps, elle refusera et finira par accepter. Lorsqu'elle monte sur scène, les spectateurs sont choqués, mais elle connaîtra tout de même un grand succès. C'est ensuite le théâtre Les Folies Bergères qui débauchera Joséphine Baker pour leur spectacle La Folie du jour. Et c'est à ce moment-là qu'elle dansera avec la fameuse ceinture de banane dans un décor de jungle. Cette revue, comme bien d'autres, reprend des clichés racistes. Elle va être très remarquée et faire énormément parler. C'est un vrai succès pour Joséphine Baker. Elle devient une célébrité et même si elle a des détracteurs, cela ne va pas l'empêcher de vivre librement et de faire ce qui lui plaît. Elle rencontrera un Italien appelé Pepito qui deviendra son agent et amant pendant 10 ans. Il va l'aider à développer sa carrière et à faire fortune. Elle chantera, jouera dans des films et se produira dans le monde entier. Ses chansons, et notamment J'ai deux amours, connaîtront un franc succès. Des produits dérivés seront commercialisés, comme la Baker Fix, qui est un produit capillaire entre autres. Elle sera également une icône de mode et ambassadrice de la haute couture française. Dans les années 30, elle deviendra la femme noire la plus riche au monde. Elle se mariera plusieurs fois et lorsqu'elle se mariera avec Jean Lion, c'est là qu'elle demandera la nationalité française, son pays de cœur. Joséphine Baker a été une célébrité internationale, pleine de talent, mais ce n'est pas que pour ça qu'elle est connue. En effet, en 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate et Joséphine veut servir sa patrie. Elle devient alors contre-espionne pour la résistance française et récolte des informations dans toute l'Europe. Grâce à sa notoriété, elle part en tournée et réussit à fournir des documents, des plans et des informations dissimulées à l'encre invisible dans ses partitions. Son château, où elle y habite depuis 1937, est un haut lieu de la résistance française. Elle y cache des personnes, des armes et des documents. Pendant cette période, tout l'argent que Joséphine récolte ira pour la résistance, ce qui représente plus de 2 millions d'euros. Mais elle commence à être soupçonnée. Elle va alors fuir la France pour le Maroc et continuer la résistance en Afrique du Nord. C'est là qu'elle rencontrera en 1943 Charles de Gaulle à Alger, où il lui offrira une croix de Lorraine en or, le symbole de la France libre. Par la suite, elle sera promue et recevra d'autres décorations. Elle recevra également la Légion d'honneur, une Légion d'honneur qui fera d'ailleurs débat à cause du racisme. Joséphine est profondément humaniste et se battait pour défendre ses idées et la dignité humaine. C'est pourquoi elle sera également engagée pour le droit des Afro-Américains aux États-Unis.
En 1963, lors de la marche sur Washington menée par Martin Luther King, Joséphine, vêtue de son uniforme de la France libre et de ses décorations, fera un discours et sera l'une des rares femmes à le faire. Au-delà du fait d'être une célébrité dans le monde, elle était devenue une femme de pouvoir et d'influence. Elle adoptera 12 enfants d'origine et de religions différentes et se battra pour prouver que l'on peut s'aimer et vivre ensemble malgré notre ethnie ou notre religion. Elle les appellera sa tribu arc-en-ciel. Autour de son château, elle achète des terres pour créer le village de la fraternité, qu'elle appellera la capitale de la fraternité universelle. Mais si Joséphine a bien des qualités, elle est très dépensière et la gestion de sa fortune n'est pas son fort, ce qui va lui coûter très cher. En 1964, elle n'a plus les moyens de vivre dans son château et est criblée de dettes. Elle mettra ses enfants à l'abri et fera un appel aux dons car elle n'a plus le choix. Des personnes l'aideront financièrement, comme Brigitte Bardot par exemple, mais cela ne suffira pas et le château des Milandes est vendu aux enchères. Joséphine n'accepte pas la vente de sa demeure. Elle ira jusqu'à faire une grève de la faim et résistera vigoureusement, mais en vain. En 1968, elle sera expulsée de son ancien château et village de la fraternité qui représentait son rêve. Grace Kelly de Monaco soutiendra Joséphine dans cette épreuve en l'aidant à trouver une nouvelle demeure et à remonter sur scène. Elle continuera à se produire, notamment au théâtre Bobino. Et c'est à Paris, le 12 avril 1975, que Joséphine mourra après avoir été victime d'une attaque cérébrale 3 jours après une dernière représentation. La messe de ses funérailles est suivie par des milliers de personnes pour lui rendre hommage, puis sa dépouille sera enterrée à Monaco. Les hommages ne s'arrêteront pas là, car en 2021, Joséphine Baker devient la première femme noire à entrer au Panthéon. Quel chemin parcouru pour Joséphine Baker, qui est née dans la misère et était bridée à cause de sa couleur de peau. Elle a réussi à transcender les limites que la société lui donnait. Et même si beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre certains choix, elle a toujours continué à se battre pour ses idéaux.